Bonsoir. Est-ce que le micro fonctionne? Ben merci d'être là à nouveau. Bon, j'ai déjà fait de la musique, les gens ne le savent pas. J'ai déjà été chanteur, imaginez-vous donc j'ai une certaine habitude de la scène. Donc bonsoir, merci d'être là, cette nouvelle soirée débat co-organisée par la Fédération canadienne des contribuables et Libre Média. On a encore une fois un très vaste programme ce soir. On s'excuse, la scène Le Bourgneuf s'excuse d'ailleurs pour le léger retard. On a eu des petits problèmes au niveau de la coordination. Aujourd'hui, ce soir, sur le modèle québécois, ses limites, on va commencer à réfléchir sur les limites économiques du modèle québécois qui, je pense que vous partagez ce constat est en déclin actuellement. Ensuite, on va migrer un peu pour aborder un peu plus la question, des questions culturelles, des questions identitaires, par exemple la place de la nation québécoise à travers tout ça. Je tiens quand même à rappeler que un membre de l'équipe de Libre Média est décédé en août dernier, Flegg, que vous connaissez sans doute, le grand caricaturiste Flegg. Je pense que nous devrions observer une petite minute de silence en la mémoire de ce grand caricaturiste et cet esprit libre qui était Flegg. Donc, on l'a mise au jeu maintenant. On a tout un alignement ce soir. Il est directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Il co-organise l'événement de ce soir. Veuillez accueillir Nicolas Gagnon. Elle est documentariste, auteure, chroniqueuse. Veuillez accueillir Joanne Marcotte. Comme vous voulez, ça passe sûr. Il dédomise à temps plein. Il est podcasteur, animateur, chroniqueur et auteur de plusieurs livres. Veuillez accueillir François Fournier, alias Frank, le dédomiseur. Et le dernier, et non le moindre, analyste économique, chroniqueur, à 16 heures également amateur de voitures sport et de montres Rolex. Veuillez accueillir Jonathan Hamel. Ouais, c'est ce vote-là. Je vais maintenant laisser chacun des intervenants, je vais leur laisser 10 minutes chacun pour présenter leur vision du modèle québécois, exposer un peu leur vision des choses, notamment... OK, tout va bien? Je vais donner la parole à Nicolas Gagnon qui, va revenir sur notamment les limites actuelles du modèle québécois. On va parler de la dette, la Fédération canadienne des contribuables, ça s'intéresse beaucoup à la dette, donc je laisse aller, Nick. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être en aussi grand nombre ce soir pour venir parler d'un sujet qui ne fera pas sourire grand monde. Être honnête avec vous, on parle quand même du modèle québécois et aussi on est quand même un jeudi soir de novembre, donc c'est quand même assez charmant que vous soyez aussi nombreux pour venir parler d'un sujet aussi captivant. Et écoutez, j'espère que la discussion qu'on va avoir ce soir va permettre de faire fructifier les idées puis aussi de faire en sorte qu'on va avoir peut-être des pistes de solutions pour améliorer la société du Québec d'aujourd'hui et de demain. Avant, par exemple, d'aller dans le vif du sujet, je vais juste rapidement me présenter ainsi que l'organisation que je représente. Donc, Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. J'ai fait mon bac en sciences politiques à l'UQAM, donc j'ai appris à me faire détester pour mes idées assez rapidement. Pour le reste, j'ai aussi travaillé plusieurs années chez Desjardins. J'ai aussi administré pendant plusieurs années un organisme du nom de Québec Fier. Je ne sais pas si vous connaissez ça un peu. Sinon, pour la suite, j'ai travaillé pour des think tanks et j'étais impliqué comme conseiller dans les campagnes à la chefferie d'Erin O'Toole et de Pierre Poilievre.
Tout ça m'a amené à travailler dans le milieu des communications, dans l'analyse de la politique publique. Et finalement, j'ai fait le saut à la FCC il y a environ 4 ans. C'est quoi la Fédération canadienne des contribuables? Écoutez, on a un motto très clair. On veut moins d'impôts, moins de gaspillage, puis un gouvernement plus responsable. Quoi qu'on met la barre assez haute, on s'entend. Mais il n'en reste que... Donc, notre organisation, on fête notre 35e anniversaire cette année. On est présent dans toutes les provinces. On intervient sur toutes les tribunes, dans les médias indépendants comme les médias de masse. On est présent sur des comités parlementaires et sénatoriales, des consultations publiques. Et on présente souvent des rapports sur les taxes sur l'essence ou sur les changements fiscaux qui vous attendent l'année prochaine. Donc, c'est une manière pour nous de s'assurer de défendre la veuve, l'orphelin et le contribuable partout où c'est possible de le faire, surtout quand il y a un manque de courage assez important là, au niveau politique pour le faire. Donc, au niveau des victoires qu'on a remportées à la FCC, rapidement, je n'irai pas trop dans les détails, mais on a entre autres remporté la victoire pour les trop perçus d'Hydro-Québec que François Legault ne voulait pas vous redonner. On a permis la fin du prix plancher sur l'essence. Il y a eu un petit recul aussi récemment par rapport à l'interdiction des voitures à essence pour 2035. C'est plus 100% des voitures électriques, c'est 90%. Mais alors bon, là, il y a une brèche dans la politique. On va en abuser pour faire en sorte que cette politique-là, éventuellement, soit carrément, une chose du passé. Et sinon, d'avoir rendu mainstream le débat sur la taxe carbone du Québec, qui, jusqu'à tout récemment, la plupart des politiciens ne voulaient même pas reconnaître son existence. Je pense qu'il y a un peu de travail qui a été fait là-dessus. Toute victoire commence par de l'information. Maintenant que j'ai fait le tour au cours des dernières années, j'ai analysé beaucoup la question des finances publiques du Québec, à savoir dans quelle direction on s'en va. Et malheureusement, le constat est assez... disons que ça nous permet d'être un peu pessimiste par rapport à l'avenir du modèle québécois comme tel, qui est de moins en moins soutenable. Mais avant de faire le procès du modèle québécois, je vais plutôt faire le procès de ceux qui promettaient de l'améliorer, voire même de le sauver. Et là, vu qu'on est presque 8 ans après l'élection de la CAQ, donc de François Legault en 2018, je me permets de rappeler que ce parti-là, initialement, promettait en fait de sauver le modèle québécois. On parlait entre autres d'avoir un gouvernement plus proche de la population, d'avoir essentiellement moins de taxes, moins d'impôts. On avait aussi un gouvernement moins lourd. On parlait de réduire l'appareil gouvernemental de 5000 fonctionnaires, développer des ressources naturelles et même, cerise sur le sundae, on vous promettait qu'après 4 ans, vous auriez accès à un médecin à l'urgence après 90 minutes d'attente. 8 ans plus tard, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il y en est. En fait, on voit très bien, le constat est assez évident. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Un gouvernement beaucoup moins transparent, très opaque, dilapidé des milliards dans la filière électrique. Et en plus de ça, a perdu le contrôle essentiellement sur la fonction publique comme sur les finances publiques. Les deux sont liés et les deux sont vraiment des symptômes assez importants de ce qu'on peut appeler le début de la fin du modèle québécois. Allez rapidement dans les détails par rapport à la fonction publique parce que je pense que c'est là que le bas blesse le plus. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, il y avait 492 000 personnes qui travaillaient pour le gouvernement québécois. En tout et partout, c'est 68 000 personnes dans les ministères, puis le reste, 424 000 dans le secteur parapublic, la santé, les services sociaux, etc. Présentement, on est rendu à 608 000. Donc, c'est une augmentation de 116 000 postes, donc une augmentation de 24 en à peine 7-8 ans. Donc, c'est quand même phénoménal, surtout quand on compare ça à la croissance de la population. De la fonction publique, c'est 24 d'augmentation. La population québécoise a augmenté de 10 sur cette période-là. Donc, on peut dire que la fonction publique a augmenté à un rythme 2 fois plus rapide que la population qui est supposée desservir. Donc, il y a un problème avec ça. Il y a aussi le fait que la fonction publique coûte cher. En 2018, son coût, c'était 44 milliards de dollars que ça coûtait aux contribuables rémunérés la fonction publique au grand complet, qu'on parle des salaires, compensations, les pensions et avantages sociaux. Là, on est rendu à 64 milliards. Donc, en quelques années à peine, en 6 ans, tout au plus, on a augmenté le coût de la fonction publique de 43 %. C'est encore une fois 2 fois plus que l'inflation qui a été observée sur cette même période. Donc, il y a un problème vraiment assez important et tout ça, en fait, se fait ressentir sur les finances publiques du Québec. Il faut comprendre que le déficit de 13,6 milliards qu'on a cette année, c'est pas juste à cause des quelques centaines de millions perdus dans Nordvolt, Lyon Électrique ou le 6 millions aux Kings de Los Angeles. C'est aussi dû à des déficits structurels qu'on accumule depuis des années qui sont liés, entre autres, à ces dépenses non compressibles, donc les conventions collectives et les compensations versées en salaire, notamment à la fonction publique, dont on a perdu le contrôle et que là, tranquillement, la CAQ essaie d'en rattraper, essaie de récupérer le contrôle en pleine, à 1 an des élections à peine, ce qui est assez irresponsable de s'y prendre à la dernière minute comme tel. Et le déficit, il faut comprendre que le déficit, ça fait grossir la dette. On est passé de 198 milliards de dollars en dette au Québec en 2018-2019 à 258 milliards cette année.
Et d'ici le moment où est-ce qu'on va retourner à l'équilibre budgétaire, puis ça, c'est en se basant sur le budget d'Éric Girard en mars dernier qui, honnêtement, était tout sauf un budget acceptable, bon, on devrait atteindre une dette de 325 milliards d'ici la fin de la décennie. Et ça, bien sûr, c'est en espérant qu'on va atteindre l'équilibre budgétaire du même coup. Sinon, bien, ça va continuer d'augmenter. Donc, essentiellement, la dette nous coûte cher. Elle nous coûte présentement 9,8 milliards de dollars à tous et chacun, du moins aux Québécois présentement. Ça revient à peu près 1 070 dollars par tête dans cette salle présentement. Donc, chacun d'entre nous paye 1 070 dollars pour des intérêts sur une dette qui va continuer d'augmenter et qui va en plus, dont le coût va augmenter. Parce que là, cette année, c'est 9,8 milliards. Si c'était un ministère, ça serait le 4e portefeuille gouvernemental après la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur. Et finalement, écoutez, ce coût-là, il était assez... On en perd le contrôle essentiellement et il faut dire que ça va passer à 12 milliards au courant des prochaines années. Donc, vraiment, le gouvernement de la CAQ a perdu le contrôle sur la fonction publique, sur les finances publiques et ça se perçoit, on en paye le prix. On a même eu une décote de la part de Standard & Poor's au début de l'année et je peux vous garantir que le marché financier présentement attend la prochaine mise à jour économique et le prochain budget pour prendre une décision qui risque fort possiblement d'être similaire. Donc là, bon, je pense que j'ai assez été rabat-joie comme ça pour ce soir. mais il fallait commencer avec un constat le plus honnête que possible. J'ai quand même proposé quelques solutions que nous, on préconise à la Fédération parce que j'ai laissé tout le monde ici proposer leurs constats et solutions pour peut-être améliorer ou changer carrément le modèle, mais je pense qu'avant de le changer, on peut essayer peut-être de le sauver une dernière fois. Sauf qu'il va falloir être beaucoup plus sérieux cette fois-ci que l'a été la CAQ au courant des 7 dernières années. Ça implique, entre autres, la mise en place d'un comité de révision permanente des programmes. C'est quelque chose qu'on rappelle constamment. Vous connaissez peut-être ça sous le nom de DOGE. C'est plus connu aux États-Unis, mais il n'en reste qu'on a fait l'exercice au Québec en 2015 avec la commission Robillard. Il y a aussi l'exercice similaire sous Harper au fédéral puis sous Jean Chrétien dans les années 90 et ça a toujours donné des résultats intéressants. Le problème, c'est qu'on fait l'exercice, on ferme les livres, on tablette le rapport puis 10 ans plus tard, on se retourne de bord puis on se rend compte qu'on a perdu le contrôle. Donc, d'avoir un comité de révision permanente, de réviser les programmes du gouvernement et tous les programmes de subvention, ça permet de réduire le nombre de fonctionnaires également. Puis c'est ce qu'on a besoin de faire. C'est pas de 2000 comme François Legault le promet qu'on devrait réduire la fonction publique, c'est de 40 000 pour revenir à un seuil pré-pandémique et un seuil soutenable en termes de gestion puis du coût de la fonction publique. Et je pourrais rajouter plein d'autres éléments pour expliquer un peu comment est-ce qu'on pourrait économiser à court, moyen, long terme. Mais la réalité, c'est qu'on peut améliorer le système, ça peut être réformé, mais il va falloir du courage politique et malheureusement, à l'Assemblée nationale, présentement, il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'on a toutes les raisons du monde d'être pessimiste par rapport à l'avenir du modèle québécois. Beaucoup d'éléments d'entrée de jeu. J'ai oublié de le dire, il va y avoir une courte entracte à 8h20 pour vous permettre d'aller rencontrer nos intervenants à côté. Donc, on aura tous compris, le modèle québécois, on ne l'a pas défini, mais c'est l'intervention de l'État, finalement, dans tous les domaines, au nom du bien-être et de l'épanouissement des Québécois. Je passe la parole à Joanne. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Bien, bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être là et de représenter la diversité. Donc, j'entends des rires, donc je suis à la bonne place. Je suis rassurée. Est-ce qu'on ne vit pas... J'ai des notes, excusez-moi, j'ai pas le talent d'orateur de mes collègues ici, là. Est-ce qu'on ne vit pas un moment fascinant dans l'histoire quand même? Quelques observations que je vais partager avec vous autres. 1, il y a des choses qui s'améliorent quand même, là. Ça devient gênant de parler de l'alarmisme climatique. 2, le choc culturel entre civilisations annoncé par Samuel Huntington se manifeste maintenant, ici, chez nous. Parlant de culture, le wokisme culturel est sous pression. Pas suffisamment au Canada, à mon goût, là, mais chez notre voisin du Sud, et pour ça, on peut remercier Donald Trump, certainement. Parlant du voisin, le voisin Trump qui déstabilise le libre-échange entre nations. Cette semaine, d'ailleurs, la Cour suprême entend une quarantaine de mémoires pour statuer sur l'évocation du concept d'urgence de Donald Trump en matière d'échanges commerciaux. Ça va être intéressant. Sur les 40 mémoires, il y en a 10 pour lui, 30 contre lui, donc c'est à suivre. New York, le centre financier du monde, a maintenant un maire socialiste démocrate. Et rappelons-nous qu'il faut respecter l'identité. Hein?
L'identité, c'est important. Donc, lui, il se définit comme un socialiste démocrate. Il faut le définir comme un socialiste démocrate. Il se sent socialiste démocrate, OK? Je le cite. Pardon? Démocrate. Ouais. Je le cite, le Mamdani en question. Je vais le dire en anglais parce que la phrase est trop belle, mais je vais le traduire en français pour ceux qui sont moins à l'aise avec la langue. We will prove that there is no problem too large for government to solve and no concern too small for it to care about. Wow! Je le traduis. Nous allons prouver, dit-il, qu'un problème ne sera jamais trop gros pour ne pas être pris en charge par le gouvernement et il n'y aura pas de souci, ne sera jamais trop petit pour ne pas que le gouvernement s'en préoccupe. C'est de l'étatisme, mon ami. Ce qui m'amène au modèle québécois. Et au terme de l'échange d'aujourd'hui, donc, le thème, c'est vers la fin du modèle québécois. Point d'interrogation. Il y a un mot... oui, point d'interrogation. Il y a un mot de trop. Yes! Il y a un mot de trop, c'est vers. Nous assistons, depuis, moi, je te dirais, une bonne dizaine d'années, à la fin du modèle québécois. Donc, ça a été ma première réaction. Puis, je me dis, moi, ça fait 20 ans que je radote sur le modèle québécois. Je veux pas radoter encore sur la phase de diagnostic, là, mais il demeure que les signes sont clairs. Nicolas, il va avec un paquet de chiffres, mais sur le plan, par exemple, des prétentions du modèle québécois, le modèle québécois reposait sur la prétendue solidarité sociale. On est solidaires ici au Québec. Surtout en temps de pandémie, hein? Bien, on n'a pas produit de solidarité sociale, on a produit de la dépendance. Le modèle québécois reposait, il promettait une accessibilité universelle. Qu'est-ce qu'on a produit? Des listes. Exact, des listes d'attente. Le modèle québécois proposait le développement économique et la prospérité pour tous. Il n'y a jamais eu autant d'endettement et d'injustice intergénérationnelle. Oui. Je le sais, vous le savez. Même nos médias les plus conformistes l'avouent subtilement, le chuchotent quasiment. Le modèle québécois est mort. OK? Il est mort. Il faut maintenant l'enterrer. Puis là, on se dit, OK, on fait quoi? Je pense que notre devoir, comme citoyen, comme influenceur, c'est ne jamais parler de problèmes sans avoir de solution. Il faut passer à la phase solution, là. Okay, il faut passer à l'action. Il faut faire bouger la fameuse fenêtre d'Overton dont tu parles dans ton livre, Frank. Et pour ça, il faut amener les gens à parler de solutions puis à imaginer que ça peut être possible. Et se rappeler les piliers du modèle québécois, puis y aller comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était la façon de l'expliquer le mieux, à mon avis, le modèle québécois, c'est qu'il repose quand même sur 4 grands piliers. Donc, l'étatisme maternant, hein, ce qu'on appelle le gouvernement, donc centraliser, contrôler les monopoles d'État. Et donc, on déresponsabilise les individus, les familles, les institutions locales. 1. 2, le syndicalisme. Le syndicalisme ici, c'est pas juste un mouvement de protection des conditions de travail des employés, là, on l'a compris, là. C'est vraiment un organisme qui co-gouverne. Il co-gouverne le Québec. C'est une institution de co-gouvernance des affaires publiques. Et donc, ça, le deuxième pilier. Puis là, je vous rappelle, pour ceux qui ont écouté Illusions tranquilles, Régent Breton, je l'entends toujours dans ma tête. Donc, vous avez un monopole d'État pour ce qui est de la fourniture des services et vous avez un monopole syndical pour ce qui est de co-gouverner. Et là, il va dire 2 monopoles qui se superposent. C'est handicapant, là. C'est tuant, c'est vraiment bloquant. Bref, 2e pilier. 3e pilier, c'est le fameux contrat social que personne n'a signé. On ne peut pas le voir non plus. Hein, Non, on ne peut pas le voir. Mais il est clair.
C'est donne-moi ton cash, puis je vais prendre soin de toi. Tu sais, je vais prendre soin de toi. Ou je vais te faire croire que je vais prendre soin de toi. Je t'impose à outrance, puis je te prends en main avec des politiques publiques mur à mur, donc non ciblées, donc très coûteuses. Puis le quatrième pilier, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le deviner, mais à mon avis, c'est le dirigisme économique. Hein? Les folies à la Fitz, à la Legault. Cette idée que l'État est mieux placé pour décider des gagnants dans l'économie et tout. Donc, ces 4 piliers-là, quand on parle du modèle québécois, c'est là-dessus que ça repose. Ça repose sur d'autres choses, là, c'est clair. Mais pour moi, c'est ce qui m'avait frappé. Puis c'est là-dessus, je pense que ça a un discours assez concret pour aller chercher les gens, parce qu'eux, ils associent vraiment quelque chose à chacun de ces paliers-là. Ils le voient. Fait que comment est-ce qu'on peut corriger la trajectoire? Puis qu'est-ce que ça veut dire de changer la trajectoire? Bien, c'est comme quand la bourse s'enfle. Tu sais, la bourse, quand elle devient... Comme maintenant, là. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il arrive une correction ou ça serait sain qu'il y ait une correction. Le modèle québécois, il y a besoin d'une correction, mais plus qu'une correction. Il y a besoin vraiment que ces piliers-là soient refaits, là, complètement refaits. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que le système peut se réformer de l'intérieur. Il faut changer les fondations. Fait que si je reprends les 4 piliers, puis je ne sais pas où est-ce que je suis rendue dans mon temps. 2 minutes, oui. OK. Bien, j'en parlerai plus tard, alors. Mais toujours est-il qu'on reprend chacun de ces piliers-là, l'étatisme, le syndicalisme, les politiques publiques mur à mur, l'économie, tout ça, ça doit faire l'objet d'une révision, mais d'une révision en profondeur. Puis le bout que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est de revoir les politiques publiques mur à mur. Revoir le mur à mur, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire adopter des politiques plus ciblées. Ça veut dire redresser le régime fiscal. Ça veut dire de payer le juste prix. Ça n'a pas de sens qu'on ne paye pas le juste prix pour l'électricité, pour les droits de scolarité, pour le régime de santé. Par exemple, le système de santé, l'assurance santé du Québec. C'est-tu normal que ce soit tarifé, que ce ne soit pas tarifé selon l'âge? Quand vous prenez une assurance dans le privé, là, qu'est-ce qu'on vous demande? Quel âge avez-vous? C'est quoi votre pression? C'est quoi vos habitudes de vie, etc. Comment ça qu'on se pose pas ces questions-là au Québec? C'est un programme d'assurance. Donc, moi, je pense que ce serait une bonne façon de corriger l'iniquité intergénérationnelle, de faire payer les plus vieux un tarif plus élevé. C'est une idée de même, là. Okay? C'est une idée comme ça, de la même façon qu'on pourrait faire payer davantage les gens qui vont à l'université dans des sciences sociales, genre, tu sais. Ça pourrait être pas pire, tu sais, ça pourrait les aider à comprendre la valeur de l'argent puis de leurs études. Et puis, l'économie, oui. Libéraliser l'économie, tout revoir, la réglementation, les subventions, les crédits d'impôt, etc. Ça, c'est un beau projet. C'est un super beau projet. Quelqu'un qui veut faire un programme politique, là, il reprend ça, il fait des beaux tableaux, 4 beaux piliers qui s'effondrent, et puis tu les remplaces par quelque chose d'autre. Ça serait vraiment trippant. À la fin, c'est ça, le message à retenir, c'est le monde est fascinant. Puis je me dis, le plus que nous, on peut faire comme citoyens, comme influenceur, si je peux dire le mot comme ça, ou comme quelqu'un qui veut faire de l'action politique, c'est d'essayer de comprendre, puis d'essayer d'être patient, généreux, détaché, parce qu'émotivement, ça vient nous chercher. Puis, candidement, je vais finir sur une certaine note personnelle. Chez nous, on n'y arrive pas. Merci beaucoup. Le temps file déjà. Ouais, on prend regarder ça Rolex, effectivement, ça va vite. OK, Joe Hamel.
Merci Jérôme pour l'invitation. Merci à mes collègues et merci à Joanne. Je vais aller plus rapidement. Je ne vais pas faire l'éventail du modèle québécois au complet. Bon, je pense que tout le monde le connaît un peu ici, Jonathan Hamel. Ça fait à peu près 10 ans que j'interviens sur la scène publique québécoise. Moi, je suis assez d'accord avec Joanne sur le fait qu'on atteint, je pense, la fin de ce modèle-là. Par contre, la fin, ça peut durer longtemps. Je prends souvent l'exemple, par exemple, de l'Argentine. Vous avez vu maintenant qu'il y a une espèce d'héros qui est arrivé avec une chainsaw et un côte de cuir. Il y a quand même eu 100 ans à différentes époques, là, de déclin. Donc, un pays, une société, ça peut décliner longtemps. Comme une société peut être en faillite longtemps et peut être relancée sous différents noms. Bref, le déclin peut être plus long qu'on pense. Et nous, on a souvent tendance à penser que vu qu'on a une pensée politique, économique rationnelle, on pense que tout le monde va avoir une espèce d'épiphanie et que du jour au lendemain, on va repartir sur une nouvelle base. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que c'est l'erreur qu'on fait d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on perd toutes nos élections. Mais je suis assez enthousiaste sur le fait qu'on voit quand même des événements. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement avec les médecins, je pense que c'est quand même un awakening moment. Désolé, j'utilise beaucoup d'anglicisme. Pour avoir plusieurs amis médecins, on me disait que il y a même des clips de Jeff Fillion qui circulent dans les forums de médecins, ce qui est quand même un bon signe de progrès. Donc, je suis assez enthousiaste sur... je suis pessimiste et enthousiaste parce que je pense que ça va it's gonna get worse before it gets better. Donc, on sait qu'on va aller plus creux, mais il faut atteindre le fond pour repartir de plus belle de l'autre côté. Et on commence littéralement à voir la fin de ce modèle-là. Et en fait aussi, c'est que c'est ouvertement discuté, alors qu'avant, c'était pas nécessairement le cas. Mm-hmm. Et comme au sens plus large, moi, je suis un ardent défenseur des monnaies solides. Bon, je suis un investisseur dans le domaine minier, dans l'or. J'ai d'ailleurs fait une présentation ici il y a peut-être un petit peu 7-8 ans, alors que Bitcoin était à peu près à 1200 $. Il y avait un parterre complet de gestionnaires de fonds puis de banquiers qui riaient. Who's laughing now, fuckers? Où je voulais en venir avec ça... Il y a quand même beaucoup d'hubris par rapport à la défense du modèle québécois. Et n'importe qui questionne ça, vous allez être présenté comme un paria. Je parlais avec Alexa de Rebel News avant, on a fait une petite interview. Elle disait, les gens qui s'attaquent au modèle québécois vont être targués de ne pas être des... Ah, t'es pas fier d'être québécois? Non, au contraire, en fait, j'adore le Québec, j'aime l'histoire du Québec. D'ailleurs, mon groupe, on investit des millions de dollars dans la terre du Québec, littéralement. Et c'est pour ça qu'on s'oppose à ça, parce qu'on voit le potentiel du Québec. Des Québécois aussi. C'est un peuple qui est créatif, c'est un peuple qui est travaillant, mais on est enchaîné dans un modèle, je pense, qui nous aveugle. C'est vraiment, tu sais, la parabole l'analogie du dôme est vraiment excellente. Ah, oui. Donc, et même moi, pour avoir lu beaucoup sur le sujet, et je vous invite à lire sur le sujet, la chute du mur de Berlin en 89-90, là, ça s'échelonne sur cette période-là. C'est très similaire où toutes les républiques soviétiques vivaient dans une espèce de circuit fermé avec une réalité qui était propre à eux. Ben, le Québec, c'est un peu ça aussi. Vous allez dire que c'est exagéré, là, mais tu sais, on a nos médias, il y a la barrière linguistique, il y a des dogmes qu'on ne peut pas questionner. Mais au final, quand tu regardes, par exemple, le système de santé, je pense que c'est l'exemple parfait. Apparemment, en fait, puis ça dépasse même le Québec parce que c'est aussi le sujet qui rassemble les Canadiens anglais. Quand tu demandes qu'est-ce qui fait de vous un Canadien, c'est le système public, le système universel public. Et quand tu regardes dans le reste de la planète, puis je suis pas un expert de la santé, il y a personne qui copie ce modèle-là. Ça se définit à partir d'un système de santé. On se définit à partir de quelque chose qui est une espèce d'utopie, comme c'était le cas avec le communisme dans les républiques soviétiques, alors que quand ça tombe, il y a une espèce de awakening moment et les gens font face maintenant au marché, à la compétition, au reste du monde. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, la transition vers l'économie de marché. Et on voit aujourd'hui que, par exemple, la Pologne a un PIB qui a dépassé l'Afrique du Sud. On prévoit que d'ici même moins de 10 ans, ça va dépasser le PIB de l'Angleterre. Donc, tous les républiques qui ont connu l'enfer du socialisme et du communisme savent que la planification centralisée des ressources ne peut pas fonctionner. Et c'est ça le modèle québécois. C'est fait aussi avec une espèce de... Il y a un côté autoritaire à ça. Ben oui. On le voit actuellement avec la crise sur les médecins. Il y a tout un univers de médias complices. Je pense que ça n'a pas été... Je pense que là, on est vraiment au pire de ce monstre-là, l'hydre à plusieurs têtes, ce que j'appelle un peu, moi, la radicalisation tranquille à l'heure actuelle. La menace, c'est pas l'extrême droite, c'est vraiment la normalisation des politiques d'extrême gauche. Et tu le vois
avec des maires comme ici à Québec, c'est des gens qui ont réussi à se faufiler avec des agendas, avec des profils bas. Mais quand on se rend compte, puis c'était le cas, d'ailleurs, ça c'est une excellente nouvelle en passant, là, j'arrive de Montréal, l'expulsion de Projet Montréal est une excellente nouvelle pour Montréal. Bon, c'est peut-être pas la candidate idéale qu'on voudrait, mais du moins, le coin a été tourné sur cette folie de gouvernance-là. Et on sent que, tu sais, nous, à Montréal, on l'a peut-être plus goûté qu'ici à Québec. Ici, la montréalisation de Québec, elle fait juste débuter, là. Vous allez goûter plus tard, là. Mais bon, les maires de la nouvelle vague, c'est un bon exemple de ce que j'appelle la radicalisation tranquille. C'est des sujets qu'on vous a enfoncés dans la gorge. Quand je m'inclus là-dedans, c'est les citoyens, là. Tu sais, la tolérance de l'itinérance, tous les dossiers de la normalisation de toute la question trans, etc., l'alarmisme climatique que Joanne a parlé longuement. Tous des sujets, en passant, que quand vous regardez tous les sondages, c'est un sujet prioritaire pour 5 à 10 de la population. Donc, cette minorité bruyante-là a réussi à s'infiltrer dans les leviers du pouvoir, particulièrement municipal, mais aussi dans les grandes corporations. Il y a eu un très gros recul de tout l'aspect woke à travers le ESG au niveau des corporations aux États-Unis. Merci à Donald Trump. C'était déjà une tendance qui était initiée. Au Canada, c'est encore bien présent, là. Il y a encore dans des meetings de banque, des déclarations qu'on est sur des terres non cédées, sur des appels Zoom, là. Donc, c'est des trucs qui ont complètement disparu du monde corporatif américain, alors qu'ici, on est encore à la remorque de ces folies-là. Donc, bref, on va avoir beaucoup à parler. Je n'étais pas supposé parler longtemps, mais fait extrêmement plaisir d'être ici. Et je passe la POC, je pense, à mon ami Frank, le dédomiseur. Je vais essayer de parler pas trop longtemps. D'habitude, je parle pas beaucoup. Donc, merci à Libre Média de nous avoir invité, la Fédération canadienne des contribuables. Je vais essayer de pas... C'est pour ça que, sachant que j'allais un peu passer à la fin, je me suis dit que j'écrirais pas un petit speech parce que tout le monde va avoir redit ce que j'ai dit. Fait que je vais essayer de dire des choses un peu différentes de ce qui était complémentaire à ce qui a été dit depuis le départ. Je pense que un des points sur lesquels Jonathan vient de parler, il est essentiel et ça complémente un peu ce que les autres intervenants ont dit avant, c'est-à-dire que la fin du modèle québécois, je pense qu'on peut la voir sur le fait qu'il y a des gens qui veulent exercer le pouvoir de manière centralisée pour planifier la vie des gens, pour orienter vos choix, orienter vos comportements, vous dire comment vivre finalement. Ça, avant, ça se faisait à l'échelle nationale. Et je pense qu'ils ont compris qu'ils sont plus capables de se permettre ce contrôle-là. Donc, ils se replient vers le niveau municipal. Donc, c'est comme... En même temps, ça nous angoisse de voir ça, ces nouveaux maires-là qui veulent gérer la vie de tout le monde. Mais à mon avis, c'est qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus se faire élire au niveau national avec ce genre d'agenda-là, là, où on va décider de la vie de tout le monde. On va leur expliquer qu'en gros, s'ils veulent être des bons citoyens, ils doivent, au mois de mai, arrêter de tondre leur pelouse. T'sais, vous imaginez qu'un chef d'État ne peut pas arriver avec ça comme programme politique. Là. Ça peut pas fonctionner. Là. Donc, au niveau municipal, il reste encore... mais on sent que ça s'effrite parce que les gens ont un genre d'épuisement de ce genre de gouvernance-là lorsqu'ils commencent à y goûter. Sur l'aspect du modèle québécois, moi, je pense, je vais citer quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais qui aurait pu être sur le panel s'il ne vivait pas en Virginie. C'est mon ami Vincent Gelozo qui écrit, je pense, un livre absolument essentiel pour comprendre ce que c'est que les origines du modèle québécois, qui est du grand rattrapage au déclin tranquille. C'est un livre qui a plus de 10 ans maintenant. Et dans ce livre-là, ce qu'il explique, c'est que les origines de tout ça, essentiellement, si je fais un chemin très court, les Canadiens français, historiquement, sont plus pauvres que les Canadiens anglais pour plusieurs raisons, mais la raison essentielle, c'est le régime seigneurial que les Français ont amené ici. Donc, la manière de séparer les terres, le fait que le seigneur avait un monopole sur le mouvement des gens qui étaient sur cette seigneurie, c'était très difficile de partir d'un endroit, d'aller à l'autre. On faisait très peu de commerce entre les seigneuries aussi. Ça a créé un climat de pauvreté. Et lorsque le régime seigneurial a été aboli, il y a eu la période du grand rattrapage, où les Canadiens français ont commencé à rattraper leur écart sur le reste des autres Canadiens, puis même des Américains. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en réalité, le roman qu'on s'est inventé, notre roman national de la Révolution tranquille, c'est en gros l'inverse de la réalité. C'est-à-dire que la période avant 1960, on rattrapait notre écart de richesse avec les autres et est arrivé le gouvernement libéral, Jean Lesage, on nationalise l'éducation, les hôpitaux, Hydro-Québec, par plusieurs phases successives. Et c'est ça qui a freiné, en réalité, l'élan
du peuple québécois à ce moment-là. C'est ça qui... on voyait ça comme une espèce de moment d'épiphanie, de libération collective, et c'était probablement bien intentionné par les gens qui ont piloté ça, mais loin de nous rendre plus riches, ça nous a rendus dépendants à l'État. Et je pense que ce qui est à retenir un peu de ce qu'on dit, puis des choses qui sont à faire, c'est que tout ce qui nous semblait être temporaire a fini par être permanent. C'est la bonne vieille phrase de Milton Friedman là-dessus. Il n'y a rien de plus permanent qu'une mesure gouvernementale temporaire. Et ça, je pense qu'il faut retenir des leçons de ça. C'est-à-dire que les architectes de la Révolution tranquille qui ont fabriqué le modèle québécois, dans leur esprit, si vous en lisez quelques-uns, ou si vous vous intéressez à ce qu'un gars comme Jacques Parizeau disait à l'époque, ou même avant que le Parti québécois soit créé, ils voyaient ça comme des instruments pour enrichir les Canadiens français, les Québécois. On les appelait comme ça à l'époque, les Québécois. On voulait nous enrichir avec ça, puis on pensait que se créer des institutions, se créer un système public d'éducation, mais ça n'a jamais été supposé d'être pour toujours, ça. On pensait qu'à un moment donné, le peuple québécois allait être assez riche, assez développé, avec un esprit entrepreneurial assez grand, puis on avait enfin dépassé notre complexe d'infériorité par rapport aux Anglais, qu'on pourrait nous-mêmes se prendre en main, faire nos propres entreprises, gérer nos propres choses, mais ce moment-là n'est jamais arrivé. En fait, ce qu'on a observé, c'est une lente dégradation de la société civile où maintenant le gouvernement veut faire les lunchs des enfants à l'école. Les parents, en gros, nourrir mon enfant, c'est plus ma job. Moi, c'est le gouvernement qui vient de nourrir mes enfants. Bientôt, ils leur essuieront probablement le derrière. Donc, et le point que je retiens de ça, c'est si j'avais une mesure à proposer, qu'on devrait mettre de l'avant, c'est ce que Gelozo appelle aussi les clauses crépusculaires. Donc, ça a l'air d'un mot compliqué, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu complémentaire à ce que Nicolas disait par rapport à l'examen perpétuel des programmes, c'est que toutes les lois qu'on se dote, là, on devrait se dire, à chaque 5 ans, il faut les revoter. Et ça, ce que ça ferait, là, c'est qu'à un moment donné, on arrêterait d'avoir un agenda législatif bourré de projets de loi complètement farfelus sur maintenant on va permettre à des triporteurs d'aller sur des pistes cyclables, ce genre de... C'est des vrais projets de loi qui ont existé en passant, hein, que je vous dis là, ou changer le nom de telle région. Non, parce que les députés, ils devraient passer leur journée à faire le bilan de lois qu'on a déjà faites. Puis après 5 ans, se dire... Ouais, telle loi qui encadrait Uber, mettons, est-ce que c'est encore nécessaire? Telle loi qu'on a mis de l'avant, est-ce qu'elle est encore nécessaire? Et là, on devrait à chaque fois justifier ça, ramener des commissions parlementaires avec des gens qui pourraient venir à donner leur avis là-dessus, puis on pourrait faire un peu d'écrémage de tout ce... Moi, je pense que juste une mesure comme celle-là, d'introduire des clauses crépusculaires, ce qui est un peu la clause dérogatoire, c'est ça, là. Donc, la clause dérogatoire dans la Constitution canadienne qui permet au gouvernement du Québec, aux autres gouvernements aussi, mais de suspendre des droits pour implémenter des lois, ils doivent la revoter après un certain temps. C'est pas permanent. Et l'esprit de ça, je pense, était bon. On devrait le calquer pour d'autres choses. Puis dire, si on veut pas que le gouvernement devienne encrouté à jamais, il faut mettre de l'avant ce genre d'idées-là. Moi, je pense, si j'en avais une à proposer, ce serait là, puisque Joanne, je pense que tu avais raison de dire qu'il faut être constructif. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui peut relativement se faire. Là. Par l'Assemblée nationale, on dit que désormais, les lois qui sont votées doivent être revotées au bout d'un certain nombre d'années. Et s'il y a un consensus qui n'est plus là, à ce moment-là, la loi devient caduque et ça arrête de s'appliquer. Là. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourrait faire un peu de ménage dans notre gouvernement. Je trouve très optimiste, Joanne et Frank, dans ce climat de grande inertie et de statu quo. On va passer aux échanges un peu plus courts, aux interactions. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'abandonner le modèle québécois, si c'est possible, c'est de nous canadianiser? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on a développé le modèle québécois en réaction, justement, à l'océan anglo-saxon et qu'on était québécois à travers le modèle québécois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, critiquer le modèle québécois, c'est comme critiquer le Québec. C'est-à-dire, vous remettez en question l'étatisme et vous faites du Québec bashing, finalement. Donc, est-ce que si on arrivait à s'affranchir de cette bureaucratie, finalement, à tous les niveaux, mais sur le plan aussi identitaire, ça ferait, finalement, on perdrait, finalement, de notre identité. Et je commence avec Joe.
Amel. Bien au contraire, en fait. Puis quand tu regardes l'histoire du Québec, moi, ça me fascine. J'habite le Vieux-Montréal et j'ai ruiné beaucoup de dates à parler de l'histoire du Vieux-Montréal en marchant dans le Vieux-Montréal. Et ce qui est fascinant dans l'histoire de la fondation de la Nouvelle-France et du Québec, c'est que c'est très intrinsèquement lié à des expéditions et des entreprises privées. Oui, il y avait le roi, il y avait la couronne, mais il y avait aussi des spéculateurs qui contribuaient à ces expéditions-là. Puis un autre aspect très important qui fait partie de notre patrimoine, c'est tout l'aspect religieux de, par exemple, les congrégations, les premiers hôpitaux, les premiers services. Donc, en fait, l'État n'existait pas. Le Québec a été fondé dans une colonie, dans une nouvelle découverte qui a été colonisée, défendue, défrichée. Ça n'a jamais été... c'est pas des terres non cédées, là. C'est des choses qu'on a quand même bâties, nos ancêtres. Et il y a quand même un désir d'aventure derrière ça et qui était dénudé totalement de fondation d'État telle qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, la fondation même de notre peuple, c'est des gens aventuriers qui sont arrivés ici, qui ont regroupé des intérêts, qui ont bâti, si tu veux, le Québec, le début du Québec tel qu'on le connaît. Après ça, se joint à ça tout l'aspect britannique, etc. Donc, c'est l'emmaillage des deux qui fait un peu la société qu'on a, in extenso, le Canada. Mais, et ça, il faut le rappeler aux gens. Là. Le ministère de l'Éducation, ça n'existait pas quand Champlain a débarqué sur la Pointe-à-Calière. Là. Donc, il y a quand même des hôpitaux puis des écoles qui se sont organisées naturellement. Donc, moi, ce que je dénonce souvent dans les différentes interventions, c'est l'absence, puis je pense que Frank en a parlé, c'est l'absence totale de société civile au Québec. C'est l'absence totale. Il y a les médias, il y a les syndicats, il y a les grandes corporations, puis that's it. Il n'y a personne d'autre. Il y a les chambres de commerce qui sont maintenant littéralement des perroquets du gouvernement. Mais contrairement, et on se pense moralement supérieur à la société anglo-saxonne, là, je peux vous dire que dans la société anglo-saxonne, incluant le Canada anglais, il y a beaucoup plus d'associations civiles, que ce soit des associations de quartier, de philanthropie aussi. Exactement, philanthropie, on ne redonne pas les universités, etc., etc. Donc, on se pense généreux parce qu'on paie des impôts élevés. Là, voilà. Donc, et ce que j'aimerais aussi peut-être... moi, je pense pas qu'on peut pas... J'aime beaucoup la référence au livre de Vincent Geloso. C'est une lecture obligatoire. Ça va vous ouvrir les yeux sur un mensonge immense qui est la grande noirceur. Mais aussi, c'est qu'on a associé, je pense, à tort, l'identité québécoise à cette espèce de hashtag panier de services qui est aussi une totale fraude, alors qu'en réalité, les lois économiques sont les mêmes sur toute la planète. Le socialisme, le communisme et le marxisme, ça a échoué au Cambodge, en Union soviétique, ça a échoué en Corée du Nord, puis c'est pour les mêmes raisons que ça a échoué. Il faut avoir, je pense, l'humilité, puis je pense que généralement, les gens de droite économique, libérale classique, on a l'humilité de penser que même si on met notre gang, même si on met Vincent Geloso comme ministre des Finances avec le même système, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça prend un système de règles, pas un système de dirigeants. On va revenir à... Je vais demander à Nicolas Gagnon ce qu'il pense du virage à droite de la CAQ. Si on peut appeler ça comme ça. Peut-être que... Ah oui, excuse. Je sais pas par où commencer, là, pour être ben honnête. Ben, écoutez, c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est le virage qu'on espérait en 2018. Je veux dire, quand la CAQ s'est présentée, en fait, le monde pensait que c'était un parti de droite. Je vais toujours me rappeler aussi de la fois où est-ce que François Legault s'était fait associer à Donald Trump, puis il avait comme apprécié la comparaison. Oui, c'est vrai, donc, on est rendu très loin de ça, mais donc, tu sais, comme ce que je disais au départ, un peu plus tôt, par rapport à ce qui était promis à l'époque, donc un gouvernement plus petit, avec des impôts mieux gérés, puis remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, c'est des idées qui, bon, ça résonne à droite, mais la réalité, c'est que c'est relativement juste du gros bon sens, là, où est-ce qu'on était rendu au niveau de l'imposition. À un moment donné, il est temps de lâcher lousse sur le citron quel contribuable québécois là, qui est pressé à répétition, puis il n'y a juste plus de jus qui sort, donc éventuellement, il va falloir peut-être en remettre dans ses poches. Mais le virage à droite, il arrive honnêtement beaucoup trop tard, honnêtement, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on le sait, là, la CAQ est en perte de vitesse comme ça se peut pas. Là. On a vu les sondages, on sait qu'ils vont possiblement disparaître au cours des prochaines élections. Est-ce que ça va être une grande perte? C'est une autre question. Mais le truc, c'est que j'ai souvent dit qu'un ménage dans les finances publiques, dans la fonction publique, comme ils essaient de le faire présentement, parce que c'est clair que la raison pour laquelle ils sont lancés dans une réduction des effectifs dans la fonction publique, là, ils parlent de 2000 d'ici l'année prochaine, peut-être 6000 sur 3 ans, c'est parce qu'ils ont reçu des indications claires de la part des marchés financiers que vous allez devoir vous faire décoter si vous ne faites pas de changement prochainement. Et je pense que la CAQ ne veut pas se retrouver avec cette nouvelle-là au moment de déposer leur budget l'année prochaine en pleine année électorale. Mais le calcul
calcul il est tellement mauvais parce que un ménage comme ça, on le fait en début de mandat. En fait, il aurait dû le faire en 2018 comme ils ont promis de le faire, mais on fait ça au début quand on est élu. Il aurait dû faire ça en 2022 quand ils ont été élus avec une majorité encore plus importante. Ils ont plutôt laissé la balle aller. Et en fait, ils ont fait pire. Ils se sont votés des augmentations de salaire de 30 %. Après ça, ils ont été négociés. Ils se sont mis à genoux devant les syndicats de la fonction publique pour finalement donner des augmentations qui sont beaucoup trop importantes par rapport à notre capacité de contribuable à payer pour les conventions collectives. Et là, aujourd'hui, ils disent bon, on va se battre contre les syndicats puis on va couper dans la fonction publique. Je veux dire, c'est pas du tout sérieux. Donc, essentiellement, je veux dire, j'y crois pas. Je pense pas qu'il y a un seul Québécois qui y croit sincèrement. On voit que c'est des petites affaires en surface. Comme tantôt, je parlais du recul sur les voitures électriques. C'est plus 100 %, c'est rendu 90 %. On fait des ajustements pour acheter la paix, mais finalement, ça séduit personne. Là, ils sont rendus à dire on va utiliser le fonds vert pour peut-être réduire la taxe sur l'essence parce qu'ils sont trop paresseux pour éliminer la maudite taxe carbone une fois pour toutes qui remplit le fonds vert en premier lieu. Là, ils vont prendre l'argent de la taxe carbone pour réduire les taxes sur l'essence. C'est complètement ridicule. Et on sait tous très bien que c'est fort possiblement une baisse temporaire. Exact. On paye pour notre propre baisse de taxes, effectivement. Donc oui, ça résume entièrement. C'est pas un vrai virage à droite. En fait, je peux même pas dire que c'est électoraliste, non, en fait. Mais il n'y en a jamais eu de virage à droite. Non. Quand l'État est responsable de 50 % du PIB, là, on ne peut pas parler d'une existante droite au Québec. Là. On ne peut pas, là. C'est de la fraude de parler comme ça. Donc, puis il n'y en a jamais eu. Puis il y en a... C'est pas parce que... On parle d'extrême droite, c'est tout ça? Non, encore d'extrême droite, c'est encore jamais de pire. l'extrême gauche. Mais ceux qui parlent d'un virage à droite ou qu'il y a eu un virage à droite ou qu'il s'en vient un virage à droite, c'est de la fraude. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ce que ça voudrait dire, c'est qu'on délaisse, l'État délaisse des responsabilités pour les amener, les décentraliser vers les communautés, comme tu disais. Et si la société civile existait, ça pourrait être possible, vers des institutions locales, vers des... Mais ça n'existe pas. Fait que, donc, on peut bien être déçu de la CAQ, mais elle s'amusait, c'était une stunt de marketing pour aller chercher. Faut pas oublier la période pandémique aussi, quand même, période autoritaire carrément. Là. Absolument. Donc, on peut pas parler de liberté individuelle très valorisée. Non. Frank, le virage in extremis à droite de la CAQ... Ben, comme tout le monde, je pense que les gens y croient pas vraiment, mais le problème là-dedans, c'est que je pense que le constat qu'on fait tous, en réalité, il est beaucoup plus largement partagé qu'on pense, même au sein du corps politique. T'sais, si vous remontez un peu... En réalité, à part Pauline Marois, je pense que tous les chefs d'État qui ont gouverné le Québec depuis le référendum de 95 le savent, là, que le modèle est brisé. Bouchard a essayé de faire une couple de trucs quand il était au Parti québécois. Le parti a eu sa peau, mais après, il a écrit le manifeste des Lucides dans lequel il dit pratiquement ce qu'on dit aujourd'hui. Exact. Il y a 15 ans de ça déjà? Jean Charest s'est fait élire en promettant la réingénierie de l'État parce qu'il savait, lui aussi, que ce système-là était irréformable. Finalement, la chaudière à courage était vide dans son cas aussi. Philippe Couillard est arrivé en disant il faut faire quelque chose, les finances publiques s'en vont nulle part. Et ils ont essayé... C'est paradoxalement, les Québécois se sont beaucoup plaints de ça, mais en réalité, c'était la méthode douce. Hein. Réduire les dépenses progressivement, réduire les augmentations de dépenses à l'inflation, puis essayer de contenir ça. C'est pas mal la méthode douce, en fait. Là. Mais lui aussi le savait. Puis Legault s'est fait aussi élire là-dessus. Il l'a oublié. Puis en fin de mandat, il nous est revenu en nous parlant de la camisole de force. Là, on est arrivé au bout de ça. Donc, en réalité, si les Québécois écoutaient réellement ce que les dirigeants disent, ils se rendraient compte que tous leurs premiers ministres, depuis 1996, leur ont dit en pleine face, à plusieurs reprises, que le système est brisé. Mais personne n'a l'air de vouloir l'entendre, l'accepter, prendre acte de ce qu'il faut faire. Et là, c'est le paradoxe dans lequel on est. Là. C'est que tu parles à peu près à n'importe qui, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a trop de taxes et d'impôts, qu'on n'est plus capable de rien construire, que le système de santé, ça fonctionne pas. Mais si tu coupes 3 piastres quelque part, il y a une manifestation dans la rue. Donc, c'est un peu là qu'on est. T'sais, ça pose la question de notre maturité aussi comme population, de comment on doit, à un moment donné, faire face à ça. Puis, je sais que tu voulais peut-être poser la question du statut du Québec, la souveraineté, puis tout ça. Mais moi, je me dis tout le temps, comment est-ce qu'on peut penser
avec le peu de maturité qu'on a sur ces enjeux-là. Tu sais, pour vrai, mettons, tu t'embarques dans le processus référendaire, l'indépendance, c'est une aventure auquel les gens n'ont absolument pas la maturité de s'embarquer. Ils sont même pas capables de comprendre qu'il faut qu'on coupe les dépenses pour boucler le budget, là. Je veux dire... Est-ce qu'il y a une caste 100%. au Québec? 100%. C'est-à-dire, nous, au Québec, on aime se croire pur. C'est-à-dire, les oligarques, c'est en Russie. Nous, on n'a pas d'oligarques, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une caste au Québec, un peu comme en Argentine, c'est-à-dire un groupe d'élus qui, finalement, monopolise les ressources de l'État et qui se les redistribue entre eux? Beaucoup de non-élus. Savez-vous que si vous êtes un genre de haut fonctionnaire ou un sous-ministre, vous allez finir vos jours, votre carrière dans une situation financière qui est largement supérieure à n'importe quelle petite entreprise ou petit commerce, etc., avec zéro risque. Zéro risque. Donc, ça existe. La machine, elle est démentielle au Québec, la grandeur de la machine avec des acquis. Et ça dépasse l'entendement. Là. J'entendais récemment dans l'histoire de SACLIC qu'il y a 5000 employés à la SAQ. La SAQ, il y a des entreprises multimilliardaires qui opèrent sur 5 continents qui n'ont pas 5000 employés. On fait quand même émettre des plaques de trailer là, à la SAQ. Là. Ah, mais des fois, ils sont personnalisés quand même. Non, mais tu sais, quand même... C'est compliqué, ça, là. Oui, savez-vous que dans le reste du monde civilisé, les plaques, on les paye une fois? C'est... Non, c'est... C'est absolument incroyable que des choses comme ça... Et que ça n'a jamais été... En fait... Tu sais, mettons, moi, je mets beaucoup la faute sur le dos des boomers. Là. C'est une génération, je pense, qui a beaucoup de tort. Mais en fait, pour eux, cette génération-là, le système a toujours fonctionné. Le système, pour eux, a fonctionné. Ils se plaignaient pas. Il y a quand même eu un enrichissement dans toute leur vie active, du début des années 80 à aller jusqu'à aujourd'hui. Les taux d'intérêt ont baissé pendant 40 ans. Leur propriété s'est enrichie. Donc, à peu près tout... Il n'y a aucun indicateur général qui leur dise que le modèle a échoué. Alors que ce qu'on regarde, c'est je sais pas quel âge vous avez, mais vos enfants... C'est la première fois, en passant, qu'au Canada et au Québec, que les générations qui s'en viennent ont moins d'opportunités pour que celles qui les laissent. Mm-hmm. Ça, c'est... Joanne, tu avais écrit un texte à Libra-Média, justement, sur l'injustice intergénérationnelle qui allait suivre l'élection de Mark Carney. Peut-être que tu veux revenir là-dessus. Quand je suis né en 81, tu achetais une résidence pour 0,5 fois le revenu médian familial. Maintenant, c'est 5 ou 6 fois. Donc ça, c'est une injustice générationnelle immense. Et c'est pas parce que les promoteurs immobiliers sont greedy. Tout le monde a toujours été greedy dans le système capitaliste, entre guillemets. Tout ça, c'est des blessures auto-infligées par la réglementation. Et ça, nous, par-dessus ça, c'est vrai dans le reste de l'Amérique aussi. Il y a une crise immobilière en banlieue de Los Angeles, puis à New York également. Mais ici, au Québec, c'est qu'on a tout le reste du système avec un des poids fiscaux les plus élevés en Occident. Alors, on a tout le reste qui ne fonctionne pas. C'est ça, c'est une espèce de double whammy là, pour les Québécois. Mm-hmm. Oui, j'avais écrit un texte qui s'intitulait « Boomer, il faut qu'on se parle », que tu avais publié sur Libra-Média. Puis, j'essayais, pendant la campagne électorale fédérale, de confier un peu mes pensées par écrit. Puis, je me disais... Suite à un sondage qui avait eu lieu qui montrait carrément l'écart des générations, des différentes générations par rapport à l'adhésion à Carney. Puis je ne comprenais pas. Je comprenais vraiment pas pourquoi il y avait autant d'écart. Pourquoi les gens de ma génération sont aussi naïfs par rapport à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais si on leur dit, par exemple, qu'il y a un beau CV, moi, j'étais hors de moi. Puis, quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur C'est un bon texte. On a aimé ça le publier. Oui. Merci. Un qui a travaillé beaucoup sur les inégalités, sur les inéquités intergénérationnelles, c'est Éric Duhem. Vraiment, ça, on peut lui donner ça parce que je pense même que c'était peut-être le premier à parler dans ce... L'État contre les jeunes, son livre, je crois. Oui, c'est vrai. Il avait même écrit un livre. Puis, effectivement, c'est extrêmement triste de voir que la prochaine génération, celle la plus jeune, est celle qui va avoir un niveau de vie moins élevé que la précédente. Ça n'a pas de sens. Le sens du monde, c'est de donner plus que ce qu'on a reçu. Ça, c'est une morale qui devrait être universelle, à mon avis.
Hein? Vous voulez que vos enfants aient plus d'opportunités que ce que vous avez eu, qu'ils soient plus confortables, qu'il y ait une ouverture sur le monde, qui maîtrise plusieurs langues, qui puisse s'exporter, être libre économiquement, socialement, personnellement. Puis là, ben non, c'est pas le cas. C'est extrêmement triste. Je pense que c'est la plus grosse défaite, je pense, qu'on peut... maintenant, les boomers vont payer pour. Parce que quand ils se ramassent à l'hôpital, puis qu'ils attendent, puis qu'ils se font offrir des services d'assistance, de l'aide médicale à mourir, plutôt que de se faire soigner, parce que c'est le cas, là, je pense qu'ils vont payer plus que ce qu'on pense. Nicolas Gagnon, vous avez publié un texte aujourd'hui même dans les pages de Libre Média, justement, où vous revenez sur cette injustice intergénérationnelle qui s'accentue finalement avec la dette et l'état des finances publiques. Excuse-moi, ça a l'air qu'il ne fonctionne pas, pas qu'on tape dessus. En tout cas, mais effectivement, les Québécois, je veux dire, pour un peu rebondir sur le premier ouvrage que j'ai lu à saveur politique, c'est effectivement L'État contre les jeunes d'Éric Duhem. Puis ça m'a fait réaliser à quel point on n'avait vraiment pas les mêmes opportunités que nos parents et que nos grands-parents, même s'ils n'ont pas connu le même contexte puis ont connu possiblement des difficultés qu'on ne connaîtra pas. On ne comparera pas, je veux dire, la pseudo-récession, l'inflation qu'on a connue versus les années 80, mais on peut quand même parler du coût du pouvoir d'achat, à quel point on n'est pas du tout à la même place, mais aussi d'un point de vue plus étatique, comment est-ce qu'elle s'opère, cette forme d'inéquité. C'est aussi à quel point, justement, l'endettement chronique du gouvernement s'est fait sur le dos des générations futures et nous coûte une marge de manœuvre qui est de plus en plus considérable. En fait, le calcul que j'ai fait, c'est juste aller voir ce qu'on a payé en frais d'intérêt sur la dette depuis 2015. C'est plus de 100 milliards de dollars qu'on a payé collectivement dans les 10 dernières années pour rembourser une dette qui, essentiellement, fait juste continuer d'augmenter. Donc ça, c'est de l'argent qui n'aura pas été investi nulle part. C'est de l'argent qui ne s'en va pas dans les écoles, dans les autoroutes, qui n'est pas remis en baisse d'impôts. Et le gouvernement continue à en demander davantage et donne même la capacité à différentes municipalités de venir piger davantage dans vos poches. Je pense que cette année, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes tous de la région de Québec, vous avez vu sur votre immatriculation, je pense, une taxe sur le transport en commun augmenter. 90, ouais, c'est comme c'est supposé être 30, puis là, ensuite, c'est rendu 90. Donc, c'est une belle augmentation de 200 % d'une shot comme ça. Dans le coin de Montréal, c'est pire, c'est genre 150 piastres de plus. Fait que, par immatriculation. Donc, pour un foyer, pour une maison, je veux dire, c'est une faction d'environ 396 $ total, fois 2. Donc, ça commence à coûter cher. C'est pas des choses qui étaient, imposées aux précédentes générations, mais on a juste accumulé davantage sur le dos des générations actuelles, des futures, des taxes, des impôts, des règlements. Et on a, comme le disait très bien Frank tantôt, il n'y a eu aucun effort à un quelconque moment pour essayer de renverser la vapeur. Puis je vais juste rebondir un peu sur le commentaire qu'a fait Jonathan par rapport à la casse qui est effectivement bien présente dans la bureaucratie québécoise, à titre d'exemple, parce que non seulement cette casse-là, elle n'est pas soumise à aucun risque, mais elle n'a pas de gêne à nous mentir en pleine face. Puis un des meilleurs arguments que je peux vous amener, c'est ce qui s'est passé récemment avec les coupures de Bernard Drainville dans l'environnement, que je considère qu'il est peut-être le meilleur ministre de l'Environnement de la CAQ jusqu'à maintenant. Quoique la barre était vraiment pas haute pour lui, là. Mais ils ont coupé à peu près, je pense, une centaine de postes à l'environnement, puis il y a un sous-ministre qui a décidé de sortir dans les médias, un certain Frédéric Gay, qui a décidé que ça n'a pas de bon sens, ça va affecter les services à la population. Je suis comme Quel service? Ben justement, lever la main... Quel service de ne pas délivrer mon permis? Ben, là, on parle du ministère de l'Environnement. Fait que je sais pas, y a-t-il déjà quelqu'un ici qui a appelé au ministère de l'Environnement pour des services? Non, OK. Ben, juste pour le fun, non seulement ce fameux sous-ministre-là, il était en train de s'opposer au travail du ministre, mais par-dessus le marché, ce qui vous cache, c'est qu'en 2018, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait environ 1700 employés au ministère de l'Environnement. En ce moment, il y en a 4000. Fait que, je veux dire, je pense qu'on peut se permettre de couper un peu dans le gras, mais malheureusement, ça, c'est de l'information que les sous-ministres de la CAQ vont pas vraiment vous divulguer, honnêtement. Là. Wow! Dernier petit tour de table avant l'entracte. Tout le monde a l'air de faire le constat, finalement, de ces services qui ne sont jamais vraiment délivrés à la population ou mal délivrés. Tout le monde a l'air de s'entendre, finalement, que ça va assez mal. Le système de santé, bon, c'est en illustration parfaite, mais c'est encore tabou, finalement, que de critiquer le modèle québécois, alors qu'il semble y avoir presque une unanimité. Pourquoi? Frank, en premier. Quand on critique les vaches sacrées, on se fait jamais beaucoup d'amis, c'est clair. Je pense aussi que c'est
sais, on a été élevés dans ça, là. Élevés à l'école à se faire dire oui, mais vous êtes chanceux, aux États-Unis, ils meurent dans la rue. Je suis sûr que vous avez tous entendu ces phrases-là. Là. Donc, à un moment donné, on a été programmés, formatés pour croire que le monde dans lequel on vit est l'horizon indépassable du bien-être humain. Là. Donc, se faire dire en plein visage, oui, mais en réalité, on vous a menti. C'est un peu une fraude, là, notre affaire. Il y a un moment là-dedans de crise, en fait. Là. Je sais pas si... Vous avez probablement tous déjà cru quelque chose dans votre vie vraiment fort, puis maintenant, vous lisez un livre un jour qui débattit un peu ça. Il y a une phase où on est comme, ben voyons, c'est sûr que j'ai mal lu. Puis là, vous êtes dans le déni un peu. Je pense qu'on est dans la phase déni. Cette phase-là est très longue et relativement douloureuse et pénible pour plusieurs. Mais je pense que c'est ça. Puis, ça veut pas dire que... c'est sûr... Il y a toujours une façon de le rationaliser en se disant ben oui, mais quand même, on fait partie des pays riches dans le monde puis des États développés. Oui, mais je pense que c'est ça un peu qu'il faut changer le narratif là-dessus puis dire qu'il faut arrêter de se comparer à des États sous-développés. Puis, à un moment donné, je sais plus qui du Parti québécois utilisait cette formule-là, mais il disait franchement, il y a plein de pays là, qui ont leur indépendance, comme le Mozambique puis le Rwanda. Puis là, j'étais là, ouais, c'est pas tant des exemples auxquels je voudrais me. Il parle jamais des États-Unis. Il aurait pu en donner des meilleurs quand même. Il parle jamais de l'indépendance américaine. Je dis la Suisse, je sais pas. Il faut prendre n'importe quel exemple, mais pas ceux-là. Fait que, oui, il y a des endroits dans le monde où c'est vachement pire qu'au Québec. Le revenu est pas bon. Il y en a beaucoup, honnêtement. Il faut l'avouer. Là. Il y en a beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'on est les plus pauvres en Amérique du Nord. C'est ça, la réalité, à part peut-être l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est avec ça qu'on doit se comparer. Il y a place à l'amélioration. Il y a place à l'amélioration. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a de la résistance parce que c'est difficile de voir. Puis c'est aussi, je pense, c'est un peu comme, tu sais, quand vous étiez gamin, là, puis vous receviez votre bulletin, puis c'était écrit « bon, puis capable d'un meilleur résultat ». C'est chiant, ça, recevoir ça comme... T'es comme, j'ai quand même eu 83, tu sais, par rapport aux autres, mais le prof, il sait que tu aurais pu avoir 95. C'est un peu ça, nous autres, qu'on pense du Québec, c'est capable d'un meilleur résultat. Rapidement, Joanne, à la question, pourquoi c'est encore aussi tabou, difficile dans les médias de dire ce que vous dites aujourd'hui? Là? C'est parce que, tantôt, tu posais la question, y a-t-il une caste? Est-ce qu'il y a un groupe d'élus à quelque part? Je pense que les gouvernements sont impuissants. Tellement. Il y a des groupes autour d'eux qui co-gouvernent, qui sont tellement bons pour défendre leurs intérêts particuliers, que ce soit les syndicats, les corporations, les agences professionnelles. Tout ça, là, tout ce qui gravite autour de la mamelle étatique, là, elle est tellement bien organisée, dont les médias, d'ailleurs, j'aurais pu les nommer. Et quand tu critiques ça, c'est comme si tu les volais de leur identité, c'est leur survie. Leur survie dépend de l'État, tu comprends? Fait que donc, ce qu'ils trouvent à dire, c'est on s'attaque à leur gagne-pain d'une certaine façon. Absolument. Donc, ce qu'ils trouvent à dire, c'est sortir la panoplie des étiquettes, droite, extrême droite et tout ça. Mais en réalité, quand tu veux vraiment écouter ce qu'ils disent, non. Tu joueras pas dans mes affaires, OK? Regarde la fille de la FTQ, là. Comment est-ce qu'elle est bonne? Elle est vraiment bonne pour défendre ses intérêts. Puis elle laisse faire, tu sais? Puis un simple projet pour ajouter de la transparence dans la démocratie syndicale, elle vire tout à l'envers. Puis elle se défend, la fille, là. Elle se défend férocement. Puis ils vont la laisser faire. Ça va être tough de changer ça. T'sais, donc, c'est ça qu'il faut pas se laisser impressionner par les étiquettes puis les éditoriaux qui se contentent justement de lancer des adjectifs qui... Bref, vous savez ce que je veux dire, là. Faut s'assumer, faut être fier, parce que, vous le savez, la droite économique au Québec, elle est bonne. Elle est bonne dans le sens qu'elle a raison. Ce qui se disait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on le vit aujourd'hui. On annonce ce qui va arriver dans 5... Le choc démographique qui a été annoncé par Mario Dumont,
il y a 20 ans. On le vit aujourd'hui. Donc, on sait ce qui se passe, on comprend ce qui se passe parce qu'on l'a vu venir, comme on voit venir autre chose plus tard. Donc, il faut être fier de ça. Faut se consoler de ça, d'être capable de comprendre un peu plus la réalité, mais de se laisser impressionner par les attaques. Ça, moi, je suis pas là pour tout, là. Écoute, c'est enfantin. Donc, pourquoi cette forme de schizophrénie? C'est d'un côté, on fait le constat d'un échec, mais on ne veut rien changer. D'ailleurs, moi, j'ai déjà vu des discussions, souvent en famille ou dans la chambre d'hockey. Les gens vont se plaindre d'un service gouvernemental quelconque qui n'a pas été livré ou qui était long, 1 heure au téléphone tantôt pour des trucs banals. Puis quand vient le temps, mettons, dans le sujet suivant de la discussion, de parler d'Éric Duhem, tout ça, ou de n'importe qui de la droite qui propose quelque chose d'alternatif, là, ces gens-là sont démonisés. Voyons, c'est des gens qui sont pas sérieux. Là, tous les étiquettes sont sorties. Moi, je pense que l'éléphant dans la pièce, le cancer, c'est les médias. Et là, je pense qu'on... Les grands médias, les médias traditionnels. Et on entre dans une période où le déclin va s'accélérer. Moi, j'ai entendu que des grands médias pourraient fermer d'ici les prochains trimestres. Là, des médias qu'on voit tous les jours. Donc, et quand tu regardes ça, objectivement, tu dis, OK, c'est pas des gens qui partagent mes idées, mais la qualité, probablement, de l'information, des débats, des éditoriaux sont absolument minables. Comparativement, mettons, au reste de l'Amérique, puis particulièrement en France. Tu sais, Jérôme, toi, tu interviens beaucoup en France. Il y a une espèce d'unanimisme sur à peu près tous les panels. Il y a toujours les critiques, honnêtement. C'est vraiment, il n'y a jamais... Et les gens... Écoutez, je parle des fois à des gens que tu décodes que toute la connaissance qu'ils ont du sujet, vous connaissez le meme NPC là, qui se fait petit clin d'œil au livre qui se font mettre la chip, elle a l'update du sujet, donc ils répètent le narratif que ce soit sur Trump, que ce soit sur Carney, que ce soit sur le Québec, les conservateurs, whatever, ils ont à peu près toutes les mêmes lignes. Là. Les mots-clés. Là, les mots-clés, exactement. Et dès que tu pousses un petit peu... Ils sont pas capables de débattre. En fait, c'est un système qui est très facile à défaire. Mais ça repose sur rien. Ça repose sur rien. Ça repose sur l'absence de débat. Ça repose sur l'absence de critique. C'est très, très centralisé. Et je pense que ça n'a jamais été aussi pire que ça. Tu sais, des fois, je vois des clips de vieux débats ou des vieilles émissions. C'était beaucoup mieux que maintenant. Là. Ouais. Moi, je pense que le Québec on est à un stade où... Et j'entends souvent ces critiques-là aussi, par exemple, dans les médias américains. Est-ce que ça a toujours été aussi médiocre ou... Non, je pense qu'on a atteint un point là, de médiocrité qui est sans précédent. Non, je suis d'accord. Okay. On va passer à l'entracte. On va revenir à 20h50, donc dans 15 minutes exactement.